Ce balado vous est présenté par Outils, le logiciel qui rend vos projets d'architecture aussi organisés que vos concepts créatifs. Que ce soit pour la gestion des équipes, le suivi des budgets ou la planification, Outils simplifie chaque processus. C'est l'outil incontournable pour les firmes d'architecture au Québec, vous aidant à voir vos projets sous une autre perspective, avec efficacité et sans prise de tête. Bonne écoute! Les fameux CCU. Il y a certains architectes qui aimeraient bien les voir disparaître, d'autres, au contraire, les défendent ardemment pour la qualité architecturale. Chose certaine, les CCU suscitent bien des débats. Mais est-ce que c'est toujours une bonne formule pour nos villes? Comment pourrait-on les améliorer? Et quel est leur réel pouvoir en bout de ligne? Bref, est-ce que les architectes dessinent leurs projets pour les CCU? Je m'appelle Grégory Taillon. Et moi, c'est Marc-André Carignan. Vous écoutez Autre Perspective, notre balado signé Collectif. Yes, bien oui, merci d'être là. Merci de l'invitation. Une belle invitation. Bienvenue à Autre Perspective. Greg, Bonjour. content de te retrouver pour un autre épisode Pareillement. sur les CCU. Puis là, je vais débuter la conversation avec toi parce que je trouve que tu es le candidat parfait pour cet épisode-là. Parce que, bon, Grégory, tu sièges sur un CCU en ce moment, celui Exact. du Plateau. Depuis 6 ans. Et ce qui t'a poussé à aller siéger sur un CCU, c'est que de l'extérieur, tu disais, coudonc, tu comprenais mal la mécanique, puis tu allais jusqu'à remettre un peu, corrige-moi si je me trompe, mais un peu en question les CCU. Ben oui, complètement. En fait, je me questionnais, je comprenais pas à quoi ça sert. J'entendais souvent dire que c'est ce qui nuisait le plus à l'architecture. Donc, j'avais envie de voir de quoi ça a l'air de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui fait que les CCU ont cette réputation-là? Donc, je me suis investi depuis maintenant 6 ans. Et la vérité, c'est que c'est pas si simple. Et la preuve, c'est que je suis encore là et je me pose encore des questions. 6 ans plus tard. Exact. Bon, on va en poser des questions avec nos invités aussi, qui aussi siègent sur des CCU. Je te laisse nous les présenter. Ben oui, on a avec nous Andréane Dumont, qui est architecte associée chez Bisson-Fortin, administratrice de l'Association des architectes en pratique privée du Québec et membre du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest. Bonjour, Andréane. Bonjour. Également Jean-François Parenteau, qui a été maire de l'arrondissement de Verdun à Montréal de 2013 à 2021 et qui a siégé à titre de président du CCU pendant ces 8 années. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Également Nicolas Demers-Strodard, architecte et directeur de la pratique pour la firme Coex. Il a été membre du CCU du Sud-Ouest pendant 2 ans et fait maintenant partie du comité Jacques Vigée depuis 2023. Bonjour. Bonjour. On souhaitait peut-être, pour débuter, repartir sur des bases solides. Qu'est-ce qu'un CCU et tout ça? Grégory, je sais que tu voulais nous faire peut-être un petit historique. En fait, pourquoi on en est arrivé au Québec avec des CCU, contrairement à d'autres législations dans le monde? Bien, c'est une bonne question. Ça fait plusieurs décennies, en fait, que les CCU existent et qui sont régis par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le but, à l'origine, c'était d'avoir une représentation de la population dans le processus d'approbation, ce qui est assez unique. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on a ça. Par contre, on le voit dans beaucoup de CCU, particulièrement dans les grandes villes. Il y a de plus en plus de professionnels qui siègent, de moins en moins de citoyens. Donc, il y a des questions à poser. Est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui ou est-ce qu'on en est, en fait, avec cette loi-là qui date des années 70? Oui, parce qu'on peut avoir des historiens, on peut avoir, c'est ça, des professionnels. Quand on dit professionnels, c'est en aménagement. Et en région, on sort même des cadres d'aménagement ou autres. Là. Oui. Donc, ça peut être très, très varié, les CCU. Andréane, je te laisserai peut-être nous présenter un peu, bon, un CCU, c'est quoi son rôle exactement et comment vous analysez là, le processus d'approbation architecturale? Oui, bien, les CCU, tu sais, dans le fond, le rôle du CCU, c'est de regarder les projets sous l'angle de la réglementation discrétionnaire, contrairement à la réglementation normative, là, tu sais. Fait que à l'arrondissement, il y a des gens qui vérifient que tous les règlements normatifs ont été respectés. Mais après ça, il y a toute une série de critères et objectifs discrétionnaires, donc qui sont subjectifs, qui sont soumis au CCU. Le CCU les analyse et puis donne un avis favorable ou défavorable au conseil qui ensuite prend la décision finale. Donc, subjectif. C'est la seule entité, en réalité, qui est subjective dans le processus parce qu'on a les gens, l'urbaniste qui reçoivent, puis bon, là, est-ce que ça répond à tel critère? Puis après ça, les élus, bon, vont prendre une décision en bout de ligne, mais finalement, c'est la seule entité, Nicolas, qui est subjective dans le processus, non? Il y a un caractère subjectif, mais j'aime pas le terme parce que, par exemple, un jury de concours, c'est pas subjectif. On parle quand même d'experts en aménagement qui se posent sur les éléments immatériels d'un projet, souvent, à l'intérieur d'un cadre réglementaire pour se pencher sur
un avis favorable ou pas favorable. C'est pas le subjectif comme on choisit notre couleur de peinture au Home Depot, puis on l'aime-tu, on l'aime pas. Donc, il y a quand même une dose d'impact assez réel, autant sur les personnes qui présentent, les futurs usagers, les 100 prochaines années d'un quartier, de résidents, d'utilisateurs. Mais c'est en effet cette portion qui est immatérielle, non scriptée, non codifiée par le règlement d'urbanisme, sur laquelle le CCU se penche. Et donc, donnez-moi un peu des exemples de votre quotidien quand vous recevez un rapport là, au CCU. On dit subjectif, on analyse quoi exactement? Est-ce que c'est les proportions, c'est l'intégration? Puis c'est à la discrétion, selon l'expérience de l'architecte? Il y a des critères, par exemple, par rapport à l'implantation. On va regarder est-ce que le bâtiment est bien aligné par rapport aux voisins? Est-ce qu'il y a eu une réflexion sur le parcellaire? Est-ce que la volumétrie fonctionne avec le bâti environnant? Des choses comme ça. Au niveau de l'architecture, on va regarder les matériaux. Est-ce que l'ensemble des façades est d'aussi bonne qualité que les autres? Ça peut mener à des débats, j'imagine? Continuellement. Je pense qu'il n'y a pas un CCU, il n'y a pas des débats parce que, je veux pas, on questionne quand on est face au projet, on a envie de questionner même des fois le fondement même de certains règlements. Et c'est là où ça devient intéressant. Mais n'empêche que c'est intéressant la partie subjective parce que ça dépend qui se trouve au moment présent où tu déposes ton dossier. 6 mois plus tard, c'est un autre CCU où des membres ont changé puis ton dossier aurait pu passer ou être refusé. Donc, il y a une question peut-être aussi, j'imagine, de... C'est ça. Donc, c'est le caractère subjectif. Et toi, Jean-François, tu as siégé, mais aussi un peu par défaut sur le CCU, parce que le maire, à l'époque, devenait le président du CCU quand tu étais en poste. Pas président nécessairement, mais présent. Pouvait être président, mais présent. En fait, il y a l'aspect subjectif, oui, mais en fait, on s'est beaucoup axé sur la signature, l'intégration, comme tu disais, dans le milieu, l'implantation dans le milieu. C'est beaucoup dans le visuel, le CCU. Le normatif est déjà réglé normalement en amont, surtout les projets, mettons, particuliers, exemple, un PPC-, dans le jargon. Au niveau du CCU, il va y avoir un impact. Au niveau, là, il va y avoir plus de poids pour dire, oui, on veut plus ça, moins ça, puis on en profite un peu plus dans ce temps-là. Mais en même temps, il y a un danger, comme tu disais tantôt, l'aspect des couleurs, la forme de la fenêtre. Il y en a, des fois, selon le CCU, les personnes, il y en a qui vont rentrer dans l'ingérence un petit peu plus à ce niveau-là. Fait qu'il faut absolument rester assez à l'affût. Puis il y a aussi la façon que le projet va être présenté. D'après moi, c'est un enjeu aussi. Mettons, les services, ils aiment le projet, il est normatif, il correspond, mais en même temps, on aimerait ça changer telle chose. On peut être tendancieux dans la façon de présenter un projet ou non. Ça, j'ai déjà vu dans un CCU. Aussi, je trouve aussi que souvent qu'on n'a pas la perception, la lecture de celui qui a fait le projet, mettons l'architecte, entre autres. Oui, parce que ça, c'est un point important. Les architectes ne présentent pas leur projet. Puis Grégory, on en parlait un petit peu justement en préparation du balado. Ils peuvent le faire? Ils peuvent, sur demande. Ils peuvent, mais c'est rare qu'on le voit. Beaucoup pour une question de temps, en fait. Les CCU sont surchargés, chaque projet est limité, mais c'est triste. Puis c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que les architectes devraient avoir la possibilité, surtout quand c'est des projets d'envergure, de venir en parler, en discuter, d'avoir une discussion ouverte sur ces projets-là? Oui, parce que là, c'est présenté selon... Puis on en parlait en préparation du balado, puis tu me disais, des fois, le projet peut avoir 100 quelques pages, puis là, on va garder 10 diapositives pour présenter au CCU, mais en réalité, on peut présenter, disons, les diapositives qui avantagent ou qui désavantagent le projet. C'est un peu ce que je comprends, là. Qu'est-ce que le CCU veut voir? T'sais, malheureusement, la plus belle perspective d'une chambre à coucher n'aura aucun intérêt pour un CCU s'il n'y a pas une bonne étude d'ensoleillement clair. Alors, parce que vous en recevez vraiment de ça? Ah ben oui, il y en a qui sont... Regardez les belles chambres à coucher. Voilà. C'est parce que le CCU, c'est ça, c'est pas à eux que tu vends. Tu essaies de leur vendre le projet, mais tu ne vends pas des unités au CCU. À la base, il y a toujours des gens heureux et des petits oiseaux dans le ciel. Tu sais, quand on reçoit les plans. Puis il faut comprendre aussi que les documents que tu présentes au CCU ne sont pas nécessairement ceux que tu as présentés au client. Au client, tu veux lui montrer à quel point il y a la plus haute et la plus grosse tour de Montréal. Au CCU, tu veux montrer à quel point elle s'intègre et elle disparaît dans le paysage. Ça peut valoir la peine de faire une deuxième tour de documents. Oui, puis vous avez soulevé un point assez intéressant. Je trouve que plus souvent qu'autrement, je pense par réflexe, la société dans laquelle on est en ce moment, la vitesse à laquelle on regarde des dossiers en CCU, le visuel l'emporte souvent, alors qu'il y a des projets qui peuvent être très simples, humbles visuellement, mais qui ont une richesse conceptuelle, qui ont des avantages au niveau écologique, tout un autre paquet d'affaires qui prennent un certain temps à étudier. Et parfois, des CCU vont prendre autant de temps à étudier un projet assez petits, ils vont donner la même quantité de temps alloué à un projet de grande envergure, mais d'y aller rapidement sur les images
sur les matériaux. Donc, on va mettre le même temps sur une tour ou un complexe de 50, 60, une bibliothèque 100 universitaire de 200 millions qu'un triplex dans le même arrondissement. Ah oui. C'est possible que ça se fasse. Et ce qui est dommage aussi, c'est que dans les cas des grands projets, je pense, où il y a la valeur ajoutée que non seulement l'architecte présente, l'architecte de paysage aussi, peut-être l'urbaniste, peut-être un expert en patrimoine pour donner au CCU l'ensemble des enjeux sur lesquels il devrait se pencher et pas juste voici 4 rendus, on s'aligne avec le parapet du voisin, voici la couleur de la brique ou du panneau de béton qu'on a choisi. Ben oui, j'ajouterais aussi que des fois, le niveau d'avancement des projets peut avoir un impact, là, parce que ça peut arriver qu'on nous présente des projets qui sont à un niveau de détail tellement élevé que on est comme un peu mal à l'aise de remettre en question des choses comme la volumétrie, là, parce que, je veux dire, ça serait carrément de dire qu'il faut qu'il recommence le projet. Là, puis ça arrive pour toutes sortes de raisons. Notamment, des fois, on nous dit que dans le domaine du logement social, bien, pour avoir les subventions, il faut que le projet soit à un certain niveau d'avancement. Donc, ils n'ont pas le choix d'avancer jusqu'à un certain niveau avant d'arriver au CCU. Donc, évidemment, quand on nous le présente, bien, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, si on peut dire ça comme ça. Là. En fait, vous pourriez, mais c'est un peu à votre discrétion, puis là, ça devient lourd. Là. Oui, puis en fait, là, après ça, c'est sûr qu'il y a toute la question de si on le refuse, on cause des délais au projet, on est en période de crise du logement, est-ce qu'on veut causer des délais à ces projets-là, tu sais, fait que c'est quand même des grandes questions qu'on doit se poser quand on fait face à ces situations-là. Là. Ça amène une question, est-ce qu'on accorde l'importance et on donne le temps qu'il faut pour les projets puissent passer puis permettre au CCU de jouer vraiment son rôle. Exemple, quand tu disais le nombre de dossiers par rapport au temps qu'on a, est-ce qu'il faudrait plus de CCU dans un mois? Je pense que oui, en général. Bien, quand le nombre de projets le nécessite, je pense que oui. Je prends l'exemple du Sud-Ouest, là, il y en a eu, là, quand je suis à Griffintown, là, ça rentrait au poste. Oui, semble-t-il, il y a des années, ils finissaient souvent à 1h du matin tellement il y avait de dossiers. Ça m'est arrivé une fois, oui. C'est l'enjeu, je pense aussi, parce que les dossiers passent vite, puis on se retrouve avec un dossier de 30 étages, avec un projet de bungalow, puis on prend le même temps, ou à peu près. Puis la vérité, c'est que c'est très humain, un CCU, ce qui fait que le premier projet à passer n'a pas la même attention que le dernier 3 heures plus tard. On n'y peut rien, là. C'est comme ça. Mais donc, ça nous amène à la question, quelle est l'influence des CCU sur la qualité architecturale et urbaine aussi, là, parce que c'est pas juste un projet, ça s'insère dans un ensemble. Donc, c'est quoi l'influence réelle que peut avoir un CCU dans ces contextes-là, un peu avec ce que vous nous avez décrit comme situation? Si je peux me permettre, comme personne qui a été sur un CCU, une personne qui a présenté ou soumis des projets des CCU comme concepteur principal, je pense que l'avantage énorme d'un CCU, c'est que tu sais au moins que tu vas avoir un jury d'êtres humains ou un comité d'êtres humains qui vont évaluer ton projet. Ça ne sera pas juste une technocratie qui va faire une liste, check, le projet passe. Et en cela... Ben bientôt, avec l'intelligence artificielle, ça va peut-être arriver. Peut-être, en effet. Ouais, on va tous être remplacés. ChatGPT, que penses-tu de ce projet? Oui, merci. Le projet conçu par Chat va être révisé par Chat, mais déjà, c'est une bonne chose que le CCU existe de par le fait qu'il y a cette étape qui inclut du jugement humain. Vous avez parlé de subjectif. Moi, je vois que c'est plus une expertise humaine appliquée sur un projet. Puis je pense que ça engage les concepteurs à y réfléchir. Qu'est-ce que le CCU va dire? Bon, vous allez me poser la question, est-ce qu'on conçoit les projets en fonction de CCU? Est-ce qu'on conçoit des projets dans des concours en fonction du jury? C'est une grande question. Mais déjà, ça humanise le processus. En tout cas, pour moi, là, de concevoir un projet. Ça humanise ce processus, mais vous m'avez surpris quand vous dites, en fait, que vous dites que les architectes peuvent le faire, ou les gens qui soumettent les projets, mais ne le font pas. Question de temps, oui, d'horaire chargé, mais en même temps, est-ce qu'un bon pitch de 5 minutes ou de 10 minutes, parce que je ne sais pas, vous avez des temps très restreints. Des fois, on ne nous permet pas. Des fois, on nous permet qui refusent. Ah, c'est les arrondissements, carrément. Oui, je ne sais pas si c'était possible, mais plus... Moi, je le permettais comme maire. Ah oui? Puis, oui, puis c'est intéressant parce qu'on avait l'historique, le pourquoi. Tu sais, des fois... Pour nous, tel aménagement, ça disait, OK, c'est cute, mais ça fait bizarre par rapport, mettons, au restant. Mais quand tu amènes la philosophie, l'esprit derrière le geste, hop, là, tu changes d'optique. Là, tu amènes une vue différente, tu amènes des choses... tu sais, des fois, c'est banal, mais ça change tout. Parce que sinon, on se retrouve dans le beige, en général, parce qu'on arrive en fin de processus. Tu sais, CCU, c'est avant le vote au conseil pour le permis. Et on veut faire ça vite, puis on veut surtout pas retourner à la table à dessin. Alors, le moment qu'on passe au CCU, c'est comme la fête du parcours, fait qu'on prend pas de chance, puis on y va assez conforme, on fait du beige.
Jusqu'où on peut aller dans les commentaires de vos rapports? Ben, j'ai cru comprendre que des fois, c'est difficile pour vous de dire... Vous ne pouvez pas dire changer d'architecte là, si le projet est vraiment mauvais, mais il faut des fois passer des commentaires, mais de façon un peu cachée. Il me semble, Greg, tu m'avais révélé un peu ça, que il y a des limites à ce que vous pouvez réellement dire dans la recommandation que vous allez émettre. Ben oui, pour moi, c'est un des enjeux, c'est cette espèce de bris de communication. Si on vous fait expliquer nous-mêmes, s'asseoir à côté de l'architecte, puis lui expliquer le contexte de notre décision, ça serait des fois plus facile, mais là, ça passe par toutes sortes de filtres qui fait que le message est un peu transformé. Et je peux comprendre des fois les architectes qui reçoivent ça, de ne pas comprendre ce qu'on s'attend d'eux. Des fois, c'est des enjeux très précis, très clairs qui sont discutés durant le CCU, mais la recommandation finit par être de revoir la façade, mais c'est très dur. Ça veut dire quoi, revoir la façade? C'est certain, avec un commentaire comme ça, que la fois d'après, ça ne sera pas mieux accepté. Donc, il y a comme cette espèce de communication-là qui pourrait être améliorée. Mais on ne peut pas être plus précis dans les recommandations? Nous, on essaie de le faire. Là. Quand on donne des avis favorables avec commentaires, en particulier, on s'assure qu'on s'est tous entendus sur la formulation des commentaires. Puis on approuve les procès-verbaux aussi par après là, pour être sûr que ça a été bien transmis aux requérants. Et puis c'est où il y a l'avantage des CCU qui... Les membres sont des professionnels de l'aménagement. Ça aide dans la formulation des commentaires. On a tous été en critique à l'école. On sait c'est quoi se faire critiquer. Donc, on émet rarement la façade est laide, s'il vous plaît, la revoir. Et des fois, il y a des CCU où c'est pas comme ça. Et ça paraît. Pas comme ça dans... Non, c'est-à-dire que la composition du CCU n'est pas entièrement faite de professionnels. Tu n'as peut-être pas assez le projet, tu n'étais pas là. Fait que le projet est passé au CCU. Tu ne sais pas qui était là. Tu reçois les commentaires après, puis c'est quasiment un exercice de déchiffrage. Et pourtant, le CCU, juste d'avant le même projet, tout allait bien. Ça devient très, très, très frustrant. Puis je pense qu'il y a une question importante à se poser de qui est sur les CCU. Chaque fois qu'il y a des experts en aménagement, que le commentaire soit positif ou négatif, il y a le mérite d'être clair. Tu sais où t'en aller après, tu sais comment t'ajuster. Ça aide beaucoup. Ça nous amène sur cette question de la composition des CCE, parce que oui, dans des régions, j'imagine Québec aussi, avec la Commission de la capitale nationale, des choses comme ça, il y a des professionnels en patrimoine, en aménagement et autres. Dès qu'on sort un peu, qu'on s'en va un petit peu plus en région, c'est pas nécessairement le cas. Avez-vous eu affaire à ça, vous, justement, parce que vous faites des projets un peu partout au Québec quand même, là? Bien, moi, dans le CCU du Sud-Ouest, ça fait 3 ans que je suis là, puis il y a eu quand même un gros changement de membres. À peu près 1 an, il y a comme 4 membres qui sont partis en même temps. Fait qu'on a eu vraiment comme un changement de cohorte, là, si je peux dire. Puis, donc, au départ, il y avait presque des professionnels. Donc, on était des architectes, il y avait des urbanistes, des architectes de paysage, des gens spécialistes en patrimoine, etc. Puis les nouveaux qui sont arrivés ont des horizons plus variés. Là. Ils n'ont pas vraiment des expertises en aménagement. Mais bon, on est encore un certain nombre de professionnels en aménagement dans le CCU. Puis bien que les deux dynamiques soient différentes, moi, je vois quand même un positif là, aussi à ce qu'il y ait une variété d'opinions. C'est sûr que je n'irais pas jusqu'à dire que ça pourrait être formé seulement par des gens qui ne sont pas professionnels en aménagement. Là, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine proportion. Mais les gens qui ne sont pas nécessairement professionnels en aménagement, ils apportent souvent aussi des bons questionnements. Puis on a tous tendance entre nous aussi à faire confiance à ceux qui sont professionnels dans un certain domaine. C'est, par exemple, quand on a un architecte de paysage dans le comité, bien, on fait confiance à ses commentaires liés au paysage. Puis ceux, par exemple, moi, je fais des commentaires plus sur l'architecture, bien, les gens me font plus confiance à ce sujet-là. Fait que, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a quand même une dynamique intéressante qui se développe, puis tout le monde a des choses intéressantes à dire. Puis il y a l'aspect aussi représentativité géographique. Là. Je ne sais pas si ça se fait dans tous les arrondissements, mais nous, ils essaient de faire en sorte que ça représente un peu, c'est ça, l'ensemble des secteurs. Là. Puis, tu sais, dans le Sud-Ouest, on a des secteurs complètement différents d'un à l'autre. Ville-et-Mort n'a pas les mêmes réalités que Griffintown du tout. Là. Puis, honnêtement, moi, je trouve que c'est important que les gens vivent dans le secteur. Ça arrive fréquemment là, qu'on a des projets. Puis là, il y a un des membres qui dit « Hey, c'est vraiment pas loin de chez moi, je passe là tous les jours, ça peut pas être comme ça ou ça devrait plutôt être comme ça. » Puis moi, je trouve que le vécu du milieu est très important pour apporter la vision sur l'intégration du projet. Je sens que Nicolas veut répliquer. C'est là où je suis d'accord, mais j'ai une réflexion à faire là-dessus.
Si tu as grandi, par exemple, dans le canton de l'Est à Dunham, pendant 30 ans, tu as vécu là, tu déménages à Montréal, il y a une ouverture sur le CCU à Dunham, mais tu n'habites plus là. Tu peux pas être sur le CCU. Tu pourrais pas donner ton opinion. Moi, je pense que ça aiderait peut-être d'ouvrir la définition de qui peut être sur un CCU pour ces raisons-là. Quelle est ta motivation d'être sur ce CCU-là? As-tu étudié toute ta vie à Côte-des-Neiges? Tu as été au secondaire, au primaire, là. Après ça, tu as étudié à l'UDM. Tu as vécu là en appart avec tes amis. Bon, maintenant, tu habites à Verdun, mais il y a une ouverture sur le CCU de Côte-des-Neiges, puis ils ont besoin d'un expert en paysage ou en architecture. Bien, moi, je pense que ça ferait une belle candidature de par ton lien d'affection. Simultanément, je trouve des fois sur des CCU, parce que le projet est sur ta rue ou dans ton quartier, tu as ta vision pour l'impact immédiat sur toi, mais ça peut te biaiser sur l'impact sur 100 ans, 150 ans, sur la capacité que ce projet-là peut amener pour des résidents futurs, pour d'autres enjeux. Donc, il y a le défi du CCU que les autres commissions de la capitale nationale, les comités du ministère de la Culture n'ont pas. C'est que c'est quand même un comité de proximité. Ça sera toujours un comité de proximité, mais je serais ouvert à laisser des personnes de l'extérieur prendre 1 ou 2 places sur des CCU. Un, pour aider des régions, avec des gens qui affectionnent peut-être énormément une région en particulier ou qui sont issus de cette région-là. Puis aussi pour rafraîchir le regard. Tu peux travailler au centre-ville toute ta vie sans y habiter. Moi, je pense que tu ferais un excellent membre d'un CCU de Ville-Marie. Mais en même temps, il y a la représentativité des quartiers. Je pense qu'elle est importante des fois juste pour l'esprit, le dynamisme, l'équilibre aussi social, parce que le bâtiment fait partie de la société là, dans laquelle tu vis. Puis le monsieur, madame, tout le monde, des fois, amène cet aspect-là, tu sais, qui est un peu moins professionnel, moins campé, mais qui va amener un regard, des fois, simple, mais pertinent, dans plusieurs cas. Et en général, les gens qui vont impliquer pour être membres, ils ont un intérêt à la base. Tout à fait. Ils ont une curiosité, ils ont vérifié des choses, ils regardent les maisons depuis longtemps. Il y a plein de petites choses là, auxquelles c'est pas des gens qui, le matin... je sais pas moi, il n'y a pas d'intérêt du tout là, pour l'urbanisme, puis tout d'un coup, ils vont sur un CCU en général. Là. Avez-vous eu affaire, justement, en région, avec d'autres formes de CCU, justement, qui sont peut-être un peu moins professionnalisées ou plus ou moins? Oui, nous, quelques projets, je dirais en région de Montréal, mais plus banlieue. Là. Puis effectivement, on sent quand même souvent qu'ils ont moins d'expérience, mais tu sais, c'est sûr qu'ils voient moins de projets aussi. Là. Puis je dirais que c'est peut-être pas nécessairement la problématique, c'est peut-être pas la composition ou le professionnalisme des CCU, mais en général, c'est aussi la... Proximité aussi. Oui. J'allais dire, j'ai eu une expérience, je viens de me commémorer, et c'est passé assez rapidement par le CCU. Et je pense que la proximité fait en sorte que tu veux peut-être pas, dans un village de 250 personnes, bloquer le projet de ton... Tu sais, c'est des milieux très, très, très proches. Là. Alors, moi, ça a bien été en région, là, le seul projet que j'ai fait. Mais ça, en général, c'est le cousin, le beau-frère du cousin de ben, l'autre. C'est ça. Là, souvent, ça peut être malaisant de dire... Puis ça amène la question, est-ce qu'un CCU pourrait être public pour faire comprendre aux gens ou qui puissent suivre la discussion? Parce que moi, je l'ai emmené déjà, ça. Un peu comme les concours d'architecture. Réagir, Parfois, il y a des présentations publiques, les gens peuvent des un peu délibérés en public. Oui, ouais, ça serait qu'on spicy. identifie, là, mettons, si ce n'est que les voix, tu sais, de dos, pour que les gens puissent comprendre l'argumentaire. Greg, t'en penses quoi? J'allumerais une télé pour voir ça. C'est transparente. Ça vaudrait la peine de l'essayer. Je serais curieux de voir ce que ça donne. J'ai l'impression, on le voit dans les comités de démolition qui sont ouverts au public, ben, la réaction du comité quand il y a des gens dans la salle versus le huis clos, c'est pas la même chose. Donc, je sais pas si ça serait aussi fluide comme conversation. Je veux revenir à ma question. Quelle influence vous avez sur la qualité architecturale en tant que membre de CCU? Parce que une phrase qui revient parfois dans le milieu, des gens qui veulent carrément abolir les CCU, qui disent « les CCU ont trop de pouvoir ». Ça, on l'a déjà entendu. Et pourtant, vous avez le pouvoir et pas nécessairement entre vos mains dans la mesure où c'est les élus par la suite qui vont voter. Votre pouvoir, c'est un pouvoir de recommandation. Mais pourquoi on a cette perception-là, parfois dans le milieu architectural ou autre, que les CCU ont tant de pouvoir? Ça, c'est une bonne question. Parce que j'ai l'impression que le CCU, des fois, a le dos large. C'est comme l'espèce d'élément sur lequel on tape chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous fâche dans un processus. Mais le processus est beaucoup plus complexe
complexe. Il y a une grande partie qu'on ne voit pas parce qu'il est fait à l'interne de la ville ou il est fait au conseil d'arrondissement. Donc, le CCU, c'est comme le seul élément sur lequel contre lequel on peut se fâcher. Puis des fois, ça fait du bien. C'est un punching bag. Oui, Mais c'est ça. le CCU, il n'y a pas de pouvoir, en fait. Il y a un pouvoir de recommandation. À la fin, ultimement, c'est les élus qui vont voter pour. Et quand le pouvoir abstrait là, qui est dit, mettons, au bureau des permis inspection ou le professionnel de la ville qui va parler avec le client, le citoyen, il va lui dire, bien, ça a passé au CCU, il faudrait faire tel changement, telle chose. Ça passe sur le dos du CCU, mais parce que lui, il sait très bien que l'élu ne votera pas pour. La majorité ne sera pas en faveur. Exact. C'est pour Donc, ça le que CCU pouvoir est est là. utilisé comme bouclier un peu. Là. Oui, exactement. C'est pour ça, à la fin, puis moi, j'ai déjà vu, même dans un CCU, des élus être en désaccord, un avis défavorable, et voter de façon positive au conseil. Parce que c'est deux visions, deux lectures différentes. Moi, j'ai vu des CCU s'acharner sur des minuscules projets de contribuables qui s'étaient clairement pas engagé un architecte, il n'y avait clairement pas les fonds. Ça, j'ai déjà trouvé certains moments un peu frustrants pour les avoir vécus. Mais je pense que le CCU a le dos large. Il est victime d'un processus souvent qui s'embourbe, qui n'est pas la faute des membres du CCU ou des recommandations que le CCU fait. Puis tu avais mentionné, des fois, tu présentes le projet, ils reviennent, mais c'est pas les mêmes gens sur le même CCU, fait que les commentaires sont pas les mêmes. Et donc, il y a des vices de processus qui font en sorte que ça amène des frustrations. Et il y a un manque de clarté par moment qui peut, en effet... je peux comprendre les gens d'être frustrés puis de chercher un bouc émissaire. Moi, j'ajouterais que je pense que c'est pas non plus juste la faute du processus, là. Tu sais, nous, en tout cas, dernièrement, on a eu beaucoup de projets qui cheminent très rapidement, là. Pour de vrai, quand les projets sont bien présentés, bien documentés, puis sont de qualité, là, je veux dire, il n'y en a pas de problème, là, sont acceptés du premier coup, là. Fait que, tu sais, oui, ça peut paraître que ça allonge les délais pour certains projets, mais c'est souvent parce que le projet mérite d'être travaillé, qu'il mérite d'être mieux présenté puis mieux documenté, ou que carrément le requérant est mal accompagné. Là, ça un bon arrive, projet, là. c'est un bon projet. C'est ça. Fait que les bons projets, là, je veux dire, ils passent pas 3 fois au CCU. Il y en a des bons Mais projets. Je persiste à penser que la préparation d'une présentation devrait être faite en amont. Pour moi, je pense que le citoyen devrait être accompagné ou de professionnel en amont, de façon plus proactive, dans certains cas, pour arriver au CCU. Parce que c'est pas normal qu'on va passer 2 ou 3 fois au CCU. C'est rare, mais ça arrive, c'est arrivé, puis ça coûte cher à chaque fois. Tu sais, tu penses à, mettons, un citoyen, monsieur, madame, tout le monde, là, il fait une rallonge en arrière de chez eux. Je peux pas croire qu'on va le retourner en table à dessin, un autre 3, 4, 5 000, là, ça n'a pas de sens. Je dois avouer, peut-être, la clé du succès que j'ai découvert, c'est de travailler en amont avec toutes les autorités compétentes. Puis à chaque fois que j'ai travaillé avec les urbanistes de la ville, les représentants de la ville, des fois, j'amenais même le ministère de la Culture à la même table. Au début, ils sont pas la même juridiction, mais je dis, si on s'assoit tous ensemble, on va éviter l'espèce de yo-yo, back and forth. Je te donne le permis, si l'autre le donne, ça passait au CCU. Premier coup, petit commentaire léger. Avez-vous pensé à on se voit la prochaine fois? Un petit avis préliminaire. Exactement. Et ça aide bon énormément. Point. Mais il faut que les architectes se mettent en co-conception avec les autorités compétentes. Ça, c'est un réflexe à développer. Les développeurs aussi doivent être ouverts, quand c'est un projet privé, à être en mode co-conception. C'est possible. Ça peut paraître à première vue plus onéreux. Ça sauve de l'argent et du temps, de la frustration pour tout le monde, ça fait toujours des projets de meilleure qualité. Mais là, tu as ouvert une porte, là, on peut pas... il faut qu'on plonge là-dedans, là, sur le rôle des élus aussi, donc la politisation de l'architecture et de l'urbanisme dans les approbations, parce que, donc, le CCU remet ses recommandations, puis là, après ça, les élus, selon leur legs politique à venir, selon des élections qui arrivent, peuvent aller à l'encontre. Bref, il y a une forme de politisation de tout ça. L'élu, c'est un être humain, à la base. Il est influençable à la base. Mais sans... Là, je tombe pas dans les histoires d'argent, puis les pots de vin, les enveloppes brunes. Là. Non, on n'est pas là-dedans. L'aspect humain, oui, il va avoir de l'influence. Exemple, moi, je me souviens, j'avais un projet de plein droit, 40 étages à l'île des Sœurs. Les gens, alentour capotaient, mais c'était de plein droit. Mais le projet, la signature était magnifique. On ne pouvait pas rien dire contre le projet. Mais comme il a modifié certaines choses, on en a profité pour, mettons, intégrer plus de services aux citoyens pour
justement venir compenser l'acceptabilité, là, mettons juste l'espace là, local. Là. Fait que oui, il y a une influence politique. Je pense que tu le dis, là, c'est humain. Fait qu'après, ça dépend beaucoup des élus, là, puis des personnes. Là. Nous, dans le CCU du Sud-Ouest, on a, je trouve, une très bonne présidente qui défend beaucoup l'opinion du CCU face au reste du conseil. Là, quand on donne un avis là, au CCU, elle s'assure que finalement, cet avis-là est bien représenté. Mais après, je veux dire, ça doit bien dépendre. Représenté pour... Dans le sens que c'est bien défendu auprès du conseil pour que le conseil comprenne bien, là, finalement, l'avis qui a été donné. Ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, tu le disais tantôt, bon, en tant que membre du CCU, des fois, mettons, tu reçois le logement en ce moment, crise du logement, on se sent mal peut-être de retourner à la table des dessin, de retarder un peu le projet, etc. Mais je me mets de l'autre côté aussi, l'élu qui, lui, il veut sortir des unités là, parce qu'il y a des élections qui s'en viennent, parce qu'il y a une crise, parce que ci, parce que ça. Donc, il y a aussi cet aspect-là, cette pression à vouloir sortir des unités dans le cas du logement, des choses comme ça. Oui, et aussi, peut-être, sa base se trouve exactement dans le lieu où se trouve le projet, puis le projet est juste un peu trop collé sur le maximum réglementaire et malgré la recommandation du CCU, il ou elle va pas l'approuver. C'est un processus humain, ce qui m'a déjà porté à me demander est-ce qu'on pourrait faire des tests avec des CCU pas d'élus? La Commission de la capitale nationale à Ottawa approuve des grands projets comme des petits projets incroyablement complexes, pas d'élus. C'est entièrement dépolitisé pour des raisons très évidentes. Vous imaginez si le premier ministre se mettait là-dedans chaque tour de gouvernement. Je pense que ça vaudrait la peine de prendre un arrondissement puis de faire un test. Qu'arriverait-il s'il n'y en avait pas? Mais l'élu qui est présent, en général, va emmener cette lecture administrative là, des élus. C'est un peu son rôle en même temps. Exemple, moi, à Verdun, j'avais 2 partis. Je n'étais pas majoritaire ou vice-versa selon l'élection. Mais je m'assurais d'avoir 2 élus de chacun des partis. Ah, ça, c'est intéressant. C'est l'équilibre, là, je pense que c'est important, là, le check and balance. Oui. Fait que tu avais l'opposition et le parti au pouvoir à même le CCU. Ça, c'est intéressant. Pour amener, parce qu'à la base, on est au service du citoyen dans la lecture. Fait que certains, on présente un projet, la personne, elle se lève le matin, elle fait un projet, elle investit, elle va ramener, elle va augmenter l'assiette fiscale de facto. T'sais, on n'est pas imbécile, là. C'est certain que le projet, il faut qu'il avance. Des fois, le processus, il est comme des fois, de prévoir trop à la fin, parce que là, c'est comme un peu l'imprimeur après que tout le monde est passé, la boîte de pub, l'impression, le ci, le ça, puis l'autre, il faut qu'il imprime en débile, là. Le CCU, il est pogné un petit peu comme ça. Mais à la fin, le projet, qu'il soit beau ou pas, si on a besoin de logement, ils vont voter contre la recommandation pour livrer du logement en général. Là, ça m'amène à la question de Greg, la fameuse question de Greg sur les comités d'experts européens. Parce que Greg, tu as analysé un petit peu ce qui se faisait ailleurs pour voir est-ce que notre formule fonctionne bien au Québec ou qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour l'améliorer. Et en Europe, tu as remarqué qu'il y avait des comités d'experts assez intéressants. Ben oui, j'étais curieux de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. On le disait, c'est quelque chose d'assez unique au Québec d'avoir des citoyens sur ces comités-là. En Europe, mais aussi aux États-Unis, dans plusieurs autres pays, on le voit, c'est des comités d'experts, des comités d'architectes urbanistes, d'architectes paysagistes qui sont indépendants et qui regardent le projet vu de l'extérieur. Et certaines villes aussi ont testé, notamment Lyon, Lille, un peu Toronto, testé aussi de sous-traiter un peu le rôle des CCU à des firmes privées, des firmes d'architectes qui, pour un secteur, s'occupent de réviser les projets. Donc, bref, il existe d'autres méthodes ailleurs. Est-ce qu'il y a du potentiel là-dedans, selon vous? Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être testé? Parce que tu me disais, mettons, en Europe, il y avait Herzog de Meuron qui s'occupait d'un pour Lyon, par X exemple, à Lyon, un petit secteur, mais c'est le rôle qu'il joue. Nicolas? Méchant jury, Herzog et de Meuron, là. Ben, moi, je pense que ça vaut la peine d'en faire un laboratoire parce que les CCU qu'on a, de ce que je comprends dans l'historique du règlement municipal, c'est la V1. Je pense qu'il est éminemment perfectible. Moi, je suis pour les CCU, mais je crois aussi qu'il est éminemment perfectible. Il y a des projets au Québec qui n'ont jamais passé au CCU qui sont excellents. Il y a aussi des projets qui ont passé devant des CCU qui ne sont pas bons. C'est la preuve que ils sont perfectibles, mais nécessaires, à mon avis. Puis l'approche de comité d'experts, qu'il soit privé ou public, là, on fait la même chose pour la santé. On fait la même chose pour tellement d'autres
aspect de notre société, je pense, et c'est pour ça que le mot subjectif m'agace un peu, je pense que les gens perçoivent des CCU comme un conseil de gens de bon goût avec une subjectivité. Là, je pense que la population le voit de même. C'est pas ça. C'est une réflexion experte sur des enjeux qui impactent l'humain profondément. Donc, testons les modèles. Ça dépend de l'objectif, parce qu'il y a une loi qui est établie, les cités et villes, entre autres, l'obligation de CCU, et l'objectif, c'était vraiment d'impliquer le citoyen dans le processus. Si on change le modèle, ben c'est un autre objectif. Puis là, on tombe dans le comité d'experts ou l'analyse, une expertise. Mais on peut se demander, avec les citoyens sont de manière générale beaucoup plus impliqués, que ce soit avec les réseaux sociaux, les conseils d'arrondissement qui sont de plus en plus accessibles, avec les web-diffusions, les consultations publiques qui sont de plus en plus fréquentes. Est-ce que ce besoin-là est encore d'actualité aujourd'hui après toutes ces années? Bien, ce serait à repenser. Puis c'est l'enjeu parce qu'à chaque fois qu'on implique le citoyen, en général, mettons l'OCPM, Jacques Vigée, le CCU, consultation, consulte, ça veut dire, c'est des choses, mais on fait des recommandations toujours. Et je pense que c'est un des aspects, des fois, du sentiment que le négatif, c'est la politique, parce qu'on implique le citoyen jamais dans un fondement réel de facto. Exemple, si c'est un comité d'experts qui recommande, puis il faut que tu suives, ça n'a pas le même impact qu'un CCU. Mm-hmm. Non, mais en même temps, je me dis, puis là, je me fais un peu l'avocat du diable pour relancer la discussion, mais puis je comprends que le citoyen habite dans la ville, puis qu'on essaie d'être de plus en plus participatif avec des budgets participatifs, des choses comme ça. C'est mais relatif. est-ce qu'un médecin demande l'avis du citoyen pour son diagnostic? Je veux dire, la profession d'architecte, la profession d'urbaniste, la profession d'architecte de paysage, ça reste une expertise de plus en plus de pointe aussi avec les enjeux qu'on vit, climatiques et autres. Je me fais l'avocat du diable, je relance la conversation. C'est dans le contexte, tu le mentionnes, mais dans un contexte de changement climatique, d'enjeux de sécurité publique, de crise du logement, on n'est plus que dans l'appréciation citoyenne de l'aménagement. On est vraiment dans des cas de figure d'expertise où des choix impopulaires vont commencer à devoir être faits et d'intégrer le mieux possible et humainement ces choix impopulaires maintenant pour qu'elles soient le mode de vie populaire et heureux d'une génération future. Et c'est là où l'avis citoyen, sans vouloir être détaché de la vie citoyenne, on fait tout ça pour améliorer la qualité de vie du citoyen, mais un peu comme des experts en santé publique, on doit dire des choses comme « arrêtez de fumer », même si vous aimez tout ça. On doit commencer à dire à des gens « arrêtez d'aménager de même si vous aimez tout ça, même si vous êtes habitué, même si vous identifiez votre vie à une belle cour arrière, il va falloir que ces choses-là changent. » Il faut aussi. Mais si on intègre les professionnels, des avis, comme tu dis, puis je suis entièrement d'accord, est-ce qu'on le fait de façon d'une recommandation ou on l'intègre dans le comité qui est un comité de, pas de sages, mais parce qu'à la fin, si les élus restent les élus, parce qu'on lui a délégué un pouvoir de décider, il reste que c'est selon la volonté de chacun des élus à la fin. Là. Effectivement. Andréane? Moi, je suis d'accord que pour aller plus loin, il faut probablement avoir des moyens qui nous permettent d'être un peu plus fermes. Là. Puis je pense que les experts peuvent effectivement avoir un regard plus pertinent à certains égards. Mais je pense que quand même, la question de la localité est importante parce que je pense que si on se retrouvait avec un seul comité d'experts qui décide pour toute l'île de Montréal, on perdrait cette notion-là de compréhension du milieu. Puis c'est ça que les CCU amènent. C'est des gens qui habitent, qui connaissent le milieu. T'sais, quand on fait un projet d'architecture, on va s'imprégner du milieu, on va sur le site, on essaie d'analyser comment l'intégrer, etc. Un comité d'experts n'aurait pas l'occasion de connaître tous les raccoins de la ville puis vraiment comprendre comment chaque projet doit s'intégrer. Mais on passait même avant le CCU des comités, mettons, environnementaux. Exemple, est-ce que ça correspond, mettons, la performance énergétique, est-ce que c'est lead, puis exemple, AU. À Verdun, on avait un comité AU avec des personnes non-voyantes, toutes les difficultés pour qu'on puisse sensibiliser aussi les services puis les gens au projet pour l'intégrer aussi. Là. On peut se demander s'il n'y a pas une deuxième couche de CCU ajoutée. Puis Ouf, mon Dieu, Grégory, tu vraiment te lancer là-dedans? Non, j'entends le promoteur chialer déjà. Lui, ça lui prend 3 ans avant son permis, tu rajoutes une couche et ça y est. Non, en fait, je me demande s'il n'y aurait pas moyen de diviser les projets un peu par type de projet. Peut-être qu'il y a des projets plus locaux. Quand on ajoute une mezzanine sur un duplex, effectivement, il y a peut-être une connaissance fine du territoire qui est pertinente dans le cadre d'un CCU. Quand on parle d'une tour au centre-ville ou un campus universitaire, peut-être que là, on est dans un enjeu qui concerne plus
des comités d'experts. Tu sais. Et on disait tantôt qu'il y avait un manque de temps dans les CCU. Bien, peut-être justement, sortons ces projets-là des CCU et donnons-les à des gens qui ont le temps de se questionner plus en profondeur. Je trouve que l'idée de Grégory est quand même très pertinente parce que je pense que la question de l'envergure est très importante. Là, dans les CCU, quand on a plein de dossiers puis qu'on nous arrive avec un projet de développement de 350 logements puis il faut le regarder en 20 minutes, là, je veux dire, c'est sûr qu'on ne peut pas arriver à faire des commentaires qui sont à un niveau de profondeur acceptable pour ce genre de projet-là. Donc, moduler le temps ou en tout cas d'avoir peut-être une... Ou avoir une instance entités, spécifique pour les projets qui sont effectivement plus d'envergure, là, parce que c'est vrai que ça n'a pas le même impact. Ce serait quoi la V2, justement? Nicolas, tu disais tantôt, selon ma compréhension, avec la loi des cités et villes et tout ça, c'est un peu on est toujours dans la V1 des CCU. Ce serait quoi pour toi une bonne V2? Mais une bonne V2, je pense... puis je prendrais le même processus que je prends quand je conçois, c'est on ferait des itérations, des tests avant d'y aboutir, mais je changerais l'objectif pour passer pas de participation citoyenne à l'excellence en aménagement pour faire face à nos défis. Que la participation citoyenne reste dans le processus, c'est une chose, mais que de la participation citoyenne ne va pas garantir sur 100 ans qu'on va être capable d'aménager notre territoire pour faire face à nos défis. Donc, je changerais l'objectif des CCU, c'est la première chose. Et après ça, je ferais des tests pour voir quel modèle. Puis peut-être les modèles vont être différents d'une région à l'autre. Peut-être qu'il va y avoir un modèle de CCU qui va mieux fonctionner à Montréal, puis un autre à Québec, puis un autre à Sherbrooke, puis un autre à Rouyn-Noranda pour des différentes régions. Je ne suis pas non plus dans le one size fits all. Voici le modèle, on l'applique. Tant que le résultat est là, puis s'oriente de plus en plus vers ce qui va servir la société québécoise à long terme. Mais au-delà de cette idée-là, je parlerais un peu de prévisibilité, puis ça touche peut-être au-delà du CCU, mais il y a beaucoup de choses encore qui sont, disons, pas claires quand on commence un projet pour plusieurs architectes, ou qui sont aussi, et c'est problématique, pas uniformes d'un arrondissement à l'autre, d'une ville à l'autre, alors que c'est des choses pour lesquelles on s'entend peut-être tous, et peut-être qu'on devrait se dire... Mais ça, on le règle, il n'y a pas d'ambiguïté. Attendons pas à la fin du processus avant de régler cette question-là. Parce que c'est souvent l'enjeu. Là. On arrive à la toute fin, puis on doit recommencer. Oui. Jean-François, la V2 idéale? La V2 idéale, ce serait un CCU avec plus de pouvoir, pas juste de recommandations, avec des critères beaucoup plus balisés au sens, oui, l'aspect professionnel, mais certains critères, exemple, l'environnement, l'accessibilité universelle, le patrimoine, parce qu'on fait beaucoup de vœux pieux, mais vous savez tous, là, on fait des projets, quels que soient publics, là, entre autres. Là, dès qu'on met de l'environnement, il faut changer de certaines choses. Le patrimoine, il ne faut pas que ça coûte. En fait, l'environnement, l'accessibilité, puis le patrimoine, tout le monde est en faveur en tant que ça ne coûte rien, en général. Fait qu'il faudrait amener, si on veut que les choses changent, puis que les promesses ou les intérêts soient concrets, la vision soit concrète, il faut qu'il y ait un petit peu plus de pouvoir au niveau des consultations, exemple CCU, mettons recommandation Jacques Vigée au CPM, parce que sinon, c'est cute, c'est doux, on consulte, mais à la fin, ça tombe dans le néant, pas dans la majorité des cas, parce que ça l'influence, selon, mais il reste que... Ça peut tomber dans le néant. Oui, puis ça nourrit un cynisme, en général. Tu sais, je prends des exemples des consultations de CPM, puis les gens s'expriment, tout ça, puis à la fin, mais les élus passent outre pour diverses raisons qui sont correctes, mais si on les dédouane de ce fardeau-là, mettons, je trouve que ça aurait quelque chose qui serait... qui viendrait supporter, dans le fond, la vision avec l'aspect humain de l'élu qui a géré aussi d'autres dossiers. Okay. C'est gros, que le CCU soit décisionnel, finalement. Absolument. Ça serait un super... On lance le débat. Moi, je le ferai en projet pilote à quelque part, c'est certain. J'ai une question pour vous deux, Nicolas, Andréane. Vous qui avez fait les deux côtés de la médaille, donc vous déposez dans des CCU et vous êtes de l'autre côté, vous analysez en CCU. Votre relation au fil du temps avec les CCU, comment ça... Et quand on dépose un projet maintenant, est-ce qu'on a une vision différente? Moi, ça m'a beaucoup aidé à avoir été sur un CCU. Pour après ça, je pense, mieux apprendre à comprendre qu'un CCU, c'est humain, coordonner avec les intervenants, apprendre que tu as à gagner et non pas concevoir ton projet dans son ensemble, le présenter comme un héros. Puis de voir ça aussi par moment avec une bonne attitude sportive, que tu gagnes des matchs, que tu perds des matchs. Tu sais, au final, là, c'est pas des grands combats idéologiques. Là. On va se reprendre, on va retravailler le projet. OK, vous ne l'aimez pas, on va s'ajuster. Ça aide beaucoup de ne pas prendre des mauvaises décisions personnelles et pas trop de penser que parce que tu as passé un CCU la première fois que tu es
t'es brillant, là. Il y a cet aspect aléatoire des CCU qui est un peu sportif, qu'il faut apprendre à jongler avec. Oui, je pense qu'en plus, comme architecte, il faut être capable de prendre la critique, là. Puis, je veux dire, tu sais, ça demeure un groupe de plusieurs personnes qui s'entendent pour dire qu'il y a des choses à améliorer. Fait que je pense qu'il faut, il faut être capable d'y réfléchir quand ça arrive. Tu sais, puis moi, évidemment, je pense aussi que ça m'a un peu changé la façon de penser d'être dans le CCU parce qu'on comprend mieux en étant dans le CCU comment ça fonctionne. Fait que je pense que tout le monde gagnerait à juste un peu plus de transparence puis de compréhension du fonctionnement, là. Puis d'ailleurs, peut-être tu allais le mentionner, là, mais la APPQ et le Bureau du design ont fait des capsules de formation là, pour expliquer aux différents parties, là, autant aux architectes, aux requérants qu'aux professionnels d'arrondissement, pour que tout le monde comprenne mieux c'est quoi le rôle des CCU puis comment ça fonctionne. Puis je le recommande à tous parce que je pense que ça pourrait vraiment aider tout le monde là, C'est une très belle trousse d'outils sur les CCU. Bien, moi, quand j'entends le professionnel dire, bien là, le fait de siéger sur le CCU, je comprends mieux puis c'est plus facile. Imaginez si c'était public. Les gens pourraient comprendre encore mieux. Ouais. On jase. Ouais. Il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé encore, la question de le CCU pourrait émettre certaines recommandations, mais en même temps est pris avec la réglementation qui est derrière. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu as 4 couleurs de briques, puis il faut que ce soit 4 couleurs de briques. Il y a des endroits où tu peux pas faire telle chose, puis même si le CCU pense que peut-être ça pourrait être meilleur pour le projet, on peut pas le faire. La question de la réglementation, est-ce que justement, à un moment donné, le CCU peut se retourner vers les élus ou vers les fonctionnaires en disant, écoute, là, on pourrait-tu faire évoluer cette réglementation-là? Parce que nous, nos recommandations, on ne peut pas les faire. La réglementation ne marche pas. Oui, mais tu disais, est-ce qu'on peut influencer? Moi, je pense que oui, là, puis ça arrive, on le voit. Là, je veux dire, des fois, on fait des commentaires à répétition, puis ça fait réfléchir les gens de l'arrondissement. Puis il y a des refontes qui sont faites de façon... Oui, dans le sud-ouest, ils ont fait, entre autres, une refonte du règlement sur les démolitions dernièrement. Là, puis c'est un des arrondissements les plus... à l'avant-garde au niveau du recyclage des matériaux puis de la déconstruction. Tu sais, je veux dire, c'est pas sorcier, là. En fait, ce qu'on veut tous, c'est de la qualité, là, tu sais. Fait que ça aiderait en plus. Aussi, on la trouve beaucoup, la créativité, si on met beaucoup de contraintes normatives. Non, mais les critères objectifs discrétionnaires sont pas normatifs, là, tu sais. J'en parlais un peu au début, là, quand on dit s'inspirer du parcellaire pour intégrer son bâtiment, je veux dire, on s'entend que c'est pas prescriptif, là, tu sais. C'est des critères qui sont juste, en fait... du bon sens. Et là, certains diraient la créativité naît des contraintes. Oui, mais à la fin, ça revient à la contrainte du CCU puis le délai, parce que la personne qui va oser créer un aspect visuel, architectural intéressant, par crainte de se faire buter à la fin dans le processus, il va préférer couper ou... souvent, moi, je l'ai vu, là, des projets assez osés, entre autres à l'Édesseur, puis l'architecte finissait par couper la corniche qui avait fait une pointe XYZ, là. Puis ça restait à la fin subjectif, là. Un aime, l'autre aime pas. Fait que c'est là que je me dis, des fois, l'enjeu, c'est difficile de mettre la ligne exactement où que ça prend du normatif pour essayer de gérer le Joe Tartampion qui veut faire un Taj Mahal dans sa... Oui, mais j'ai toujours vu d'excellents architectes bien sortir de quel que soit le CCU ou le cadre normatif. C'est vraiment au professionnel on te donne des œufs, on te donne des citrons, tu fais la meilleure omelette ou la meilleure limonade avec. Puis oui, peut-être si on t'avait donné plus de sucre, tu aurais fait une méchante bonne limonade, mais n'en demeure que je pense que c'est facile de taper sur le normatif. Ouais. Cela étant dit, j'ai déjà en CCU critiqué le normatif, pas pour des raisons esthétiques ou de matériaux, mais plus de densité. Plus de densité. On est devant une station de métro. On est à côté d'une station de métro. Comment ça se fait que c'est des logements à 2 étages? Pourquoi, comme CCU, on ne veut pas recommander qu'on maximise la capacité portante de ce site-là? La réglementation urbaine le permet, puis tout le monde s'accroche au bâtiment voisin. Là. Il y a des enjeux qui arrivent. Fait que je pense que quand tu es sur un CCU, tu peux t'en servir pour parler, par exemple, de l'importance des aménagements urbains autour des projets. On voit beaucoup de beaux projets à Montréal, puis là, le trottoir finit, le building commence, puis il y a une bande d'asphalte noire entre les deux. On le voit de moins en moins, parce qu'il y a des CCU qui ont commencé à dire c'est pas dans le cadre normatif, mais je veux voir cette attention-là aux détails parce que ça change la vie des gens. Fait que ça, c'est le genre de choses que j'ai vu qui circulent autour du normatif, mais qui peut avoir un impact positif sur Oui, puis au final, je pense que
c'est quand même cette réglementation discrétionnaire-là qui permet l'innovation. Parce que si on n'avait que du normatif, ben, là, je veux dire, il n'y aurait aucune innovation, on ferait toute la même chose. Ben, c'est ça. Puis la vérité, c'est que c'est tellement redondant ce qu'on voit dans un CCU que si quelqu'un nous arrivait avec quelque chose d'innovant et de qualité, on sortirait le champagne. Là, on attend juste ça. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Les CCU, c'est un épisode parmi peut-être une série de 10, on verra. Bref, oui, c'était une très bonne recommandation aussi, la trousse de l'Association des architectes en pratique privée avec Design Montréal, peut-être pour aller s'informer là, sur les tenants aboutissants des CCU et essayer d'apprivoiser cette bête. Nicolas, Andréane et Jean-François, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci. Grégory. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Merci également à notre commanditaire Outils, sans qui la réalisation de ce balado ne serait pas possible. Autre Perspective est un produit de Collectif. Abonnez-vous à notre infolette Collectif et abonnez-vous à notre balado, peu importe votre plateforme d'écoute. Abonnez-vous à chaque nouvel épisode. Vous allez recevoir une petite alerte. Merci beaucoup. Mon nom est Marc-André Carignan. À bientôt.